je voudrais vous expliquer une facette particulièrement intéressante de mon travail sur l'ésotérisme de l'architecture. Certains motifs décoratifs récurrents de différentes époques, énigmatiques, peuvent s'expliquer par une référence cachée au sphinx de Gizeh. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment ces dessins, ces formes se décodent, au moins partiellement. Les rois de France, les empereurs, connaissaient manifestement les aspects occultes du grand sphinx. Mais je dois déjà poser le cadre dans lequel ce tableau prend place, ce qui est le thème de la présente vidéo. Voici donc des informations rares sur le plateau de Gizeh, dont beaucoup sont rejetés par les égyptologues, sans raison valable. Sur le revêtement en albâtre de la Grande Pyramide, il y avait des inscriptions. Hérodote a visité l'Égypte en 450 avant Jésus-Christ. Il rapporte que des inscriptions, ouvrez les guillemets, en caractères étranges, étaient peintes sur la surface de la Grande Pyramide, fermez les guillemets. Or, Hérodote ne pouvait pas les confondre avec des hiéroglyphes, puisqu'il connaissait les hiéroglyphes. En 1179, l'historien égyptien Abd el-Latif a écrit, ouvrez les guillemets, sur les pyramides, ces inscriptions sont si nombreuses qu'elles pourraient remplir plus de 10 000 pages, fermez les guillemets. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, Hérodote a affirmé que les grands prêtres lui avaient expliqué, ouvrez les guillemets, l'organisation des salles souterraines, fermez les guillemets, et que sous la Grande Pyramide existait un grand labyrinthe et des chambres souterraines reliées aux autres pyramides. Parlons d'Ammianus Marcellinus, historien gréco-romain, grand officier du IVe siècle. Il a écrit « Il y a sous les pyramides certaines galeries et passages souterrains, labyrinthiques, que l'on dit construits par les adeptes des anciens rites pour préserver la mémoire des cérémonies sacrées, car les constructeurs savaient qu'un déluge était imminent et craignaient la destruction. Ils construisirent des étages en creusant les différents endroits avec beaucoup de peine, et sur le haut des étages de murs, ils gravèrent des hiéroglyphes. » Beaucoup d'auteurs grecs et romains ont écrit sur le sujet. Tous signalent la présence de souterrains impressionnants sous le vaste plateau de Gizeh. Au 1er siècle, Flavius Joseph était un historien et conseiller de l'empereur Vespasien. Il a écrit que le prophète antédiluvien Enoch, sachant que le déluge allait se produire, avait fait construire en Égypte un temple souterrain de plusieurs étages, où il avait placé entre autres des tablettes et de l'or, pour que la sagesse et les connaissances astronomiques ne périssent pas dans le cataclysme. Il fit construire 2 piliers, un de pierre et un de briques, sur lesquels il fit inscrire la connaissance pour la postérité. Manéthon, un prêtre égyptien du IIIe siècle avant notre ère, a écrit une histoire de l'Égypte en plusieurs volumes. Il confirme l'existence des piliers sur lesquels Hermès Thoth avait écrit l'ancienne connaissance pour qu'elle ne soit pas perdue lors de cataclysmes. Selon le chroniqueur copte Al-Massoudi, qui a écrit au Xe siècle l'histoire du monde en 5 volumes, Al-Biruni, grand mathématicien, astronome et cartographe, né en 973, a écrit une chronologie des anciennes nations. Il affirmait « Les Perses et une grande partie des Zoroastriens racontent que les habitants de l'Ouest, lorsqu'ils furent prévenus par leurs sages de l'imminence des grandes eaux, firent des constructions et la pyramide de Gizeh. » Gigal nous parle d'une inscription qui se trouvait sur un orteil de la patte gauche du sphinx. Elle avait été découverte par Giambattista Caviglia en 1817. Elle est invisible aujourd'hui, estompée par les travaux successifs. Il s'agissait d'un texte officiel, gravé en 166 après Jésus-Christ. Il commémorait la restauration du mur qui entourait le monstre. Il était écrit « Cette structure est l'œuvre des dieux immortels, érigée au centre d'une cavité dont ils ont retiré le sable. » Il existe 3 puits-tunnels qui sont creusés dans le sphinx. Émile Barrez découvrit un souterrain qui ouvrait sur le flanc nord du sphinx. Henry Wise découvrit en 1881 un autre tunnel, dont l'entrée est située à l'arrière de la sculpture. C'était en fait une redécouverte que bien des voyageurs dans un passé plus lointain avaient déjà mentionnée.
notamment Guido Pansiroli, dans son Histoire de choses mémorables perdues, publiée en 1599. On note que, à notre époque, les officiels sont plutôt discrets sur ces éléments, pourtant essentiels. Et puis, il y a une cavité intéressante, dont l'entrée est recouverte par une plaque de métal moderne et se trouve entre les deux pattes du sphinx. Celle-ci mène à une petite chambre souterraine à la verticale, où Henri Salt aurait muré une entrée de souterrain en 1817. Encore un tunnel muré, dont on ne sait au jour d'aujourd'hui où il va. Pour les 2 dernières décennies du XXe siècle, le géophysicien américain Thomas Dobecki a été la seule personne autorisée à sonder les abords du sphinx. Il a détecté en 1990 des anomalies pouvant correspondre à des cavités souterraines. À l'aide d'un sismographe, Dobecki aurait décelé une chambre rectangulaire sous les pattes du sphinx, de 9 x 12 mètres à 5 mètres de profondeur. Les chercheurs indépendants et auteurs de livres à succès, Robert Bauval et Graham Hancock, croient qu'il existe un réseau de chambres et de tunnels aménagés sous le sphinx. Il y aurait notamment une grande salle sous le lion à tête humaine, à une trentaine de mètres de profondeur. 2 Français, Guy Gruet et Guy Mouni, publièrent au début des années 90 2 livres dans lesquels ils établissent la géométrie des pyramides de Gizeh. Par des déductions géométriques, ils retrouvent le plan de salles non encore découvertes dans le sous-sol, qui pourrait contenir une technologie électromagnétique. Il s'agirait d'un héritage d'une civilisation antérieure à l'Égypte. Le médium Edgar Cayce disait que les pyramides et le sphinx de Gizeh avaient été édifiés et sculptés par des habitants de l'Atlantide. D'après lui, les pyramides et le sphinx auraient été bâtis pour abriter les archives atlantes, alors qu'on savait que l'île Atlantide allait bientôt disparaître et sombrer dans l'océan. Il existerait une entrée vers une salle souterraine, à partir de la patte avant droite du sphinx. Un tunnel aboutirait à une salle non encore découverte, qui contiendrait les archives de la civilisation atlante. La revue Nexus a publié dans son numéro 33 un article de Tony Bushby, « Sous les pyramides, vestiges gênants d'une science avancée ». On y découvre que le philosophe Jean Blic, à cheval sur les 3e et 4e siècles, dans son étude des mystères, rapporta cette observation au sujet d'une entrée de la Grande Pyramide par le corps du Sphinx. Cette entrée, aujourd'hui obturée par le sable et les décombres, peut être retrouvée entre les pattes avant du colosse accroupi. Elle était autrefois fermée par une grille de bronze, dont seuls les mages pouvaient actionner le mécanisme caché. Dans le ventre du Sphinx étaient creusées des galeries, menant à la partie souterraine de la Grande Pyramide. Cet article nous fait d'autres révélations. La tradition locale arabe du XIXe siècle affirmait qu'il existait des salles souterraines sous le Sphinx, renfermant des trésors ou des objets magiques. Cette croyance fut étayée par les écrits de l'historien romain du 1er siècle, Pline l'Ancien, selon lesquels, profondément en dessous du Sphinx, est dissimulée la tombe d'un dirigeant appelé Harmakis, qui contient un grand trésor. L'article rapporte des témoignages anciens qui indiqueraient la présence de haute technologie. Selon Massoudi, au Xe siècle, des statues mécaniques dotées de propriétés stupéfiantes gardaient les souterrains situés sous la Grande Pyramide. Anciennes de 1000 ans, on peut comparer leur description à celle des robots informatiques que l'on voit de nos jours dans les films du genre La Guerre des Étoiles. Massoudi avoua: « J'ai vu des choses impossibles à décrire, de crainte que l'on ne se mette à douter de ma santé mentale. Mais cependant, je les ai vues. » Jean Blic rend compte d'un fascinant récit tiré d'un très ancien papyrus égyptien issu d'une mosquée du Caire. Il s'agit de l'exploration d'un groupe de personnes qui parvint à l'entrée d'une des salles souterraines autour de Gizeh. Ils décrivirent leur expérience. « Nous arrivâmes à une salle.
Quand nous entrâmes, elle s'éclaira de manière automatique, grâce à la lumière d'un tube de la hauteur d'une main d'homme étendue, situé à la verticale dans un angle. Comme nous approchions du tube, il brillait davantage. Les esclaves furent effrayés et s'enfuirent en courant dans la direction d'où nous étions venus. Quand nous le touchâmes, il s'éteignit. Nous fîmes notre possible pour que le tube brillât de nouveau, mais il ne donnait plus de lumière. Dans quelques salles, les tubes lumineux fonctionnaient, dans d'autres, non. L'historien égyptien Ibn Abd el-Hakem pensait que les pyramides avaient été construites pour préserver un savoir antédiluvien, notamment des livres d'archives traitant de la médecine, des médicaments, de l'astrologie, de l'arithmétique, de la géométrie, de tout ce qu'il y a eu et qu'il y aura depuis le début jusqu'à la fin des temps. Parmi les objets préservés de l'inondation dans une pyramide de Gizeh, Hakem mentionne pourtant des armes qui ne rouillaient pas et du verre qui pouvait être plié sans se briser. Hakem vivait au IXe siècle. Il ignorait donc tout de la métallurgie avancée et de la matière plastique. La Grande Pyramide a certainement été conçue pour être déchiffrée à plusieurs niveaux. Le chercheur Philippe Lheureux, sur une intuition de Stéphanie Martin, a grandement fait avancer la compréhension de son architecture interne. Lheureux étaye correctement l'hypothèse selon laquelle une des fonctions de la chambre du roi était d'être remplie d'eau. Cette eau pourrait être versée à partir des orifices extérieurs, pris pour des sorties d'aération. La pression hydrostatique de 3,9 bars, exercée par l'eau dans la chambre, devrait pouvoir déplacer un bloc de pierre prévu à cet effet. Le mouvement de ce bloc activerait un mécanisme permettant d'ouvrir l'accès à une chambre secrète, située en contre-haut et à l'ouest de la chambre dite du roi. Cette idée de la serrure hydraulique de Philippe Lheureux rend logique plus de 25 anomalies architecturales visibles dans cette pyramide. Il s'agirait en fait du premier vérin hydraulique de l'histoire de l'humanité, mis en œuvre dans la chambre du roi. Il y a néanmoins une question qui est laissée en suspens, avec une réponse en l'état actuel des choses incertaine. Comment peut-on verser de l'eau dans des conduits qui débouchent à 81 mètres de hauteur? Existait-il un chéneau périmétrique? Un escalier sur les façades nord et sud? On ne peut pas le savoir, vu que le revêtement a disparu. Quelle étrange procédure! Et que penser des conduits de la chambre de la reine, qui ne débouchaient pas à l'air libre? Pour Philippe, les conduits de la chambre de la reine ont en fait le même dénivelé que ceux de la chambre du roi. Cela veut dire que si on les remplit avec de l'eau, ils vont générer exactement la même pression que ceux de la chambre du roi. Le genre de coïncidence qui parle bien pour un mécanisme à pression hydrostatique. Personnellement, je pense qu'il serait logique que la serrure hydraulique ait été conçue pour s'actionner automatiquement, le moment venu. Les bâtisseurs auraient prévu un changement climatique majeur avec mise en branle du mécanisme de remplissage à une époque prévue d'avance, ou encore à l'occasion de mouvements telluriques, sismiques accompagnant un basculement des pôles de la Terre tel que prophétisé par le médium Case. Ce n'est que mon avis. Philippe Lheureux, lui, pense que le mécanisme était fait pour être actionné par un travail d'équipe, car pour lui, il serait endommagé par un déluge. Je mets un lien vers son site dans la description de la vidéo. J'ai visité la Grande Pyramide il y a quelques années. On m'a confisqué mon appareil photo à l'entrée. Ce monument est donc l'objet d'une surveillance plutôt étrange. Il n'est pas inintéressant d'écouter les paroles d'une grande voyante au sujet de la Grande Pyramide. On a mis une photo de la dite pyramide dans une enveloppe, et on a placé l'enveloppe entre les mains de Yaghel Didier, une voyante très réputée. Dans les extraits de ses commentaires que je vous propose, on perçoit la qualité pénétrante et visionnaire de ses ressentis, pour qui est prêt à l'admettre. Je cite, « On n'a pas tout trouvé dans ce lieu. Il y a une malédiction sur ce lieu, parce qu'on a essayé de violer quelque chose qui ne devait pas l'être,
Pour connaître ce secret, il faut être initié, et ce n'est pas donné à tout le monde. Et quand on viole, on pulvérise des secrets millénaires qu'on n'avait pas le droit de découvrir, des secrets qui remontent à plus de 5000 ans. Tout n'a pas été découvert en ce lieu parce qu'il est plein de choses en sous-sol. On descend des escaliers, on passe comme un tunnel, et il y a une petite sœur à côté, une petite pyramide qui jouxte. On accède en descendant. C'est là que se trouvent les choses les plus importantes et les plus secrètes. Ce lieu sert de cache. Il y a quelque chose que l'on ne doit pas trouver, qui est sacré. On n'est pas assez descendu en profondeur. On descendra, on découvrira. On croit que c'est en haut, mais en fait c'est en bas. C'est très étrange. En fait, c'est pyramidal au-dessus, mais en profondeur, comme une pyramide inversée. Mais si on fouille un peu plus loin, il y a des choses importantes. Le côté non officiel est réservé aux initiés. Tout en haut de ce lieu, je vois aussi des espaces non explorés, très fermés, réservés aux initiés. Fermez les guillemets. À noter que Edgar Cayce aussi avait dit que cette pyramide était un lieu d'initiation. Autre commentaire de Yaguel Didier. Je suis convaincu qu'il y a quelque chose de caché en haut de la pyramide. Je ne sais pas quoi. Fermez les guillemets. Notons que le livre « Le futur existe déjà » est sorti 2 mois avant que la mission Scan Pyramids annonce dans la revue scientifique Nature la découverte d'une grande cavité à côté et au-dessus de la chambre du roi. Madame Didier continue. Ce haut est formé de 3 parties. Il faut franchir 3 obstacles avant d'arriver tout en haut. C'est un lieu d'observation. J'entends, tout le reste n'est que mise en scène. Qu'est-ce qu'il y a comme fausse porte ou fausse pièce à franchir? On ne peut découvrir qu'à la sonde, avec des appareils électroniques. Ça va mettre du temps et du temps. En conclusion de cette compilation, nous retiendrons que le plateau de Gizeh pourrait bien receler des galeries et des salles souterraines. Tout n'a pas été découvert dans la grande pyramide. Concernant le grand sphinx, il doit y avoir une salle en dessous, accessible à partir de ses pattes avant. Cette connaissance a probablement été connue des rois et des empereurs, qui étaient environnés d'une architecture et d'un mobilier aux formes décoratives suggestives. Nous verrons bientôt comment ces éléments se décodent et lorgnent vers le grand sphinx. Portez-vous bien et à bientôt. N'oubliez pas de mettre un like si vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne